à l'Université de Lille et merci pour ce moment d'accueil. Nous sommes véritablement très heureux de vous accueillir pour cette conférence inaugurale de ce 10e forum consacré à la Constitution, aux institutions publiques qu'organise notre collègue Jean-Philippe de Rosiers. Cette 10e séance de ce forum, je dirais, tombe assez à pic, car nous vivons aujourd'hui une instabilité géopolitique nationale qui est à la fois inquiétante, mais qui nécessite probablement à la fois une réaction et une prise de recul sur les événements que nous vivons. Et le fait que vous soyez là aujourd'hui est un témoignage de l'intérêt de ce forum. Les universités doivent jouer leur rôle en termes d'éclairage sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et dans notre pays. Et ceci sur 4 aspects que je détaillerai. Et l'Université de Lille essaie de contribuer à cette réflexion et cet éclairage public. D'abord, concernant notre République et sa Constitution. Et le thème est préserver la Constitution. Et probablement que vous allez développer le fait que, effectivement, dans des périodes d'instabilité, il faut un cadre stable pour que les politiques publiques puissent se mener. Et à l'Université de Lille, sous la houlette de Jean-Philippe de Rosiers, nous avons initié une chaire autour de ces questions, autour des études parlementaires, qui vient contribuer au positionnement de l'université sur ces questions. Mais la République ne va pas sans la démocratie. Et là aussi, notre université a pris cette question à bras-le-corps, en répondant à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'État, dont nous sommes lauréats comme porteurs d'un projet autour de la démocratie et de ces nouvelles formes de démocratie. République, démocratie, ce sont 2 éléments fondamentaux de notre vie publique, mais il ne faut pas oublier en arrière-plan 2 éléments. Premièrement, la fracture sociale que nous observons aujourd'hui dans notre pays et dans le monde, et c'est en ce sens que là aussi, l'Université de Lille soutient une chaire autour de la question des inégalités, puisque réduire ces inégalités, c'est contribuer à la stabilité et de la République et de la démocratie. Et puis, nous ne serions pas au rendez-vous si nous n'évoquions pas aussi la question européenne, qui devient fondamentale et qui, là aussi, peut être un moment et un élément de stabilité ou d'instabilité. Et l'Université de Lille, à travers une chaire internationale sur le transfrontalier, puisque nous avons un partenariat fort avec nos voisins belges, et en particulier la KU Leuven et l'Université de Louvain. Nous avons d'ailleurs fait notre séminaire de l'équipe de direction à Courtrai pendant 2 jours. L'Europe est pour nous un élément important, et je souhaite que nous lancions un institut de recherche interdisciplinaire sur l'Europe, et je sais que le doyen de la faculté de sciences juridiques politiques qui nous accueille aujourd'hui, ainsi que le directeur de l'école sciences politiques, sont attachés à la genèse de cet institut. Voilà, Monsieur le Président, dresser un petit peu le contexte à la fois national, international, et puis plus local, de la contribution que souhaite avoir notre université sur les questions que vous allez aborder. Une fois encore, au nom de l'ensemble de l'Université de Lille, je vous remercie de votre présence cet après-midi. Je pense que c'est très important pour ce qui constitue le cœur de notre mission, le public étudiant qui est là nombreux pour vous écouter. Merci beaucoup. Monsieur le Président,
Conseil constitutionnel, même si vous avez terminé depuis quelques jours vos fonctions, permettez-moi de vous appeler encore ainsi. Monsieur le Président de l'Université de Lille, cher Régis, Monsieur le Doyen, chers collègues, chers étudiants, chers participants, intervenants, experts du Forum international sur la Constitution et les institutions politiques, toutes et tous en vos grades et qualités. C'est un immense plaisir pour moi d'accueillir Laurent Fabius dans cet amphithéâtre dont il est un habitué, puisque le 24 février 2017, il prononçait déjà une conférence dans ce même amphithéâtre. Il exerçait alors ses fonctions de président du Conseil constitutionnel depuis un tout petit peu moins d'un an. Et donc, mon collègue Gilles Tout-le-Monde, que je salue, l'avait invité pour faire part de sa vision du Conseil constitutionnel. Quelques années plus tard, alors qu'il vient de quitter ses fonctions, j'ai souhaité qu'il vienne livrer sa vision a posteriori du Conseil constitutionnel. L'Université de Lille est ainsi à la fois au début et à la fin de l'exercice de ses fonctions. C'est donc un honneur pour l'Université de Lille, comme l'a dit le Président, pour sa faculté de droit, pour moi, que de pouvoir vous accueillir, Monsieur Laurent Fabius, en ouverture de ce 10e forum, dont la thématique est ô combien importante et ô combien d'actualité, puisque nous allons parler de préserver la Constitution. Elle est d'actualité dans les jours qui nous occupent et la période qui est la nôtre. Elle est d'actualité depuis plusieurs siècles. Je voudrais citer un discours prononcé le 28 juillet 1795 par personne que les étudiants de droit que vous êtes connaissent forcément, l'abbé Sieyès. Voulez-vous donner une sauvegarde à la Constitution, un frein salutaire qui contienne chaque action représentative dans les bornes de sa procuration spéciale? Établissez une jury constitutionnelle. Comment, en effet, la prévoyance du législateur s'accoutumerait-elle à l'idée d'une constitution abandonnée, pour ainsi dire, à elle-même au moment de sa naissance? Une constitution est un corps de loi obligatoire, ce n'est rien. Si c'est un corps de loi, on se demande où sera le gardien, où sera la magistrature de ce code. Il faut pouvoir répondre. Ce propos visionnaire de la fin du XVIIIe siècle ne sera véritablement concrétisé qu'avec la Constitution de 1958 en France, puisque des constitutions antérieures ont certes établi une forme de contrôle politique, mais bien insuffisant, avec le Sénat conservateur en 1799, ou un contrôle juridique protozoaire avec le Comité constitutionnel de la 4e République. Mais désormais, le contrôle de constitutionnalité, a priori, a posteriori, est bien installé pour préserver la Constitution. Mais cette préservation ne passe pas que par le contrôle sur la Constitution, par les organes habilités et, en dernier lieu, par le juge constitutionnel, la Cour constitutionnelle. Cette préservation passe également par la stabilité d'une Constitution. Et celle de la Ve République est certes la plus pérenne de notre histoire constitutionnelle, désormais avec un petit peu plus de 66 ans d'existence, mais elle n'a rien à envier à d'autres constitutions sur le continent européen ou sur le continent américain au sens large, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit les États-Unis, qui ont des constitutions vieilles de plus d'un siècle, voire de plusieurs siècles. Et si notre constitution de la Ve République est désormais la plus pérenne, elle est aussi la plus mouvante, puisque avec 25 révisions constitutionnelles, elle est celle qui en a connu le plus à travers l'histoire. Elle a donc su s'adapter, tout en connaissant cette stabilité, une forme de stabilité adaptative, et j'emprunte cette formule à M. Laurent Fabius. À l'origine de cette constitution, on craignait un gouvernement des juges. Mais il y a bien pire qu'un gouvernement des juges, c'est un gouvernement sans juge. J'emprunte là la formule de quelqu'un que vous avez bien connu,
qui a été ministre de la Justice dans votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, et qui a présidé avant vous le Conseil constitutionnel, à savoir Robert Badinter. Vous n'avez non plus rien à envier à Robert Badinter, vous dont la carrière est riche, dense et couronnée de nombreuses et importantes étapes. Vous avez exercé à peu près tous les mandats locaux qu'il soit possible d'exercer, et je crois que l'on peut même enlever le à peu près. Vous avez été député, il y a un mandat que vous n'avez pas exercé, c'est celui de sénateur, mais après tout, tout peut encore arriver. Vous avez également été député européen. Vous avez été à l'Assemblée nationale de 1978 à 2017, en réalité jusqu'à 2012, où vous avez été réélu, mais c'est un mandat que vous avez à peine exercé, puisque vous avez accédé à des fonctions gouvernementales avant d'être nommé président du Conseil constitutionnel. Au sein de l'Assemblée nationale, vous avez été 2 fois au perchoir en présidant cette noble assemblée, et vous avez également exercé des fonctions gouvernementales dans différents portefeuilles, y compris les fonctions de Premier ministre, et je retiendrai les dernières fonctions gouvernementales que vous avez exercées en tant que ministre des Affaires étrangères, qui ont conduit à la conclusion de cet accord de Paris, dont je crois vous pouvez être très fiers. Et enfin, vous avez présidé pendant 9 ans celui que je qualifie d'ultime rempart face aux atteintes à nos droits et libertés, qu'est le Conseil constitutionnel, dont vous allez nous livrer aujourd'hui une vision, un regard quant à ses rapports avec la Constitution, en interrogeant le Conseil constitutionnel et la Constitution. Vous nous disiez au cours du repas que nous avons partagé que depuis que vous avez quitté vos fonctions, vous êtes entré dans une forme de silence et de réserve, et je reconnais bien là l'homme que vous êtes, mais c'est donc encore une fois un honneur pour nous que leviez ce silence pour venir prononcer cette conférence devant les étudiants de l'Université de Lille, et en particulier de sa faculté de droit. Et bien plus qu'un honneur, c'est surtout un privilège de pouvoir vous accueillir, et je vous remercie donc de votre présence aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'abord je suis heureux d'être ici parce que cette université est une des grandes universités françaises. Et je veux à travers vous, Monsieur le Président, féliciter l'ensemble des enseignants et des étudiants pour le travail que vous accomplissez. Je suis ici aussi parce que j'ai beaucoup d'estime pour Jean-Philippe Desrosiers, qui est un des grands défenseurs du droit dans notre pays. Et le droit a besoin de défenseurs. Je m'étais engagé à son endroit à venir, une fois mes fonctions au Conseil constitutionnel achevées. Je tiens cet engagement, rompant ainsi provisoirement le silence que je m'astreins de respecter depuis qu'il y a quelques jours, j'ai quitté mes fonctions. Alors, M. Desrosiers a présenté en quelques mots ce qu'a été mon parcours. Je lui en suis reconnaissant parce que, d'habitude, ce genre de présentation est faite lorsque quelqu'un décède. Et entendre des choses qui ne sont pas totalement désagréables de son vivant, ça fait plaisir. On m'a laissé libre cours, et je vous en remercie, c'est ça la différence d'ailleurs entre le conférencier et les étudiants, on m'a laissé libre cours dans le choix exact
de mon approche. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que je ne parle pas trop longtemps. Je vais d'ailleurs vous citer immédiatement une anecdote lorsque j'ai pris la parole la première fois, je viens dans un instant. Et ensuite, il y aura le temps des questions, qui sera, j'en suis sûr, le temps le plus fructueux. Oui, l'anecdote que je voulais citer, personne n'est parfait. J'ai donc eu l'occasion, après avoir fréquenté l'école normale supérieure, de passer par l'école nationale d'administration. Et à l'époque, elle existait encore, et on nous envoyait faire un stage en préfecture. Nous étions directeur de cabinet du préfet. Moi, on m'avait envoyé dans le Finistère, Quimper. Et à Quimper, je ne sais pas si c'est le cas aussi à Lille, il y avait une association qui s'appelait le Rotary. Rotary Club, ce sont des gens d'origines diverses, en général plutôt bourgeoises, qui se réunissent pour écouter une conférence sur un sujet et puis qui ont des activités pour aider la société. Et donc ils invitaient le jeune stagiaire. C'était moi qui étais invité, je ne me rappelle plus exactement le sujet que j'avais pris, mais nous étions comme ça, moins nombreux, et je parlais depuis quelques minutes lorsque le président du Rotary est tombé endormi en face de moi. J'aurais dû en tirer des conclusions sur la suite de ma vie professionnelle. Je ne l'ai pas fait, et donc je suis ici aujourd'hui. Alors, je voudrais, de manière qui sera un peu décousue, vous m'en excuserez, vous parler du Conseil constitutionnel et de la Constitution. J'oublierai toute une série de sujets, bien sûr, et si cela vous intéresse dans les questions, j'essaierai d'y répondre. Mais je voudrais, comme ça, donner quelques coups de projecteur, maintenant que j'ai une expérience du Conseil constitutionnel, pas seulement livresque, mais de l'intérieur, puisque je l'ai présidé pendant 9 années. Alors, quels sont les rapports entre la Constitution et le Conseil constitutionnel? En apparence, tout est dit lorsque on regarde notre Constitution. Pour ceux d'entre vous, je suis sûr très nombreux, qui connaissent la Constitution par cœur, les rapports entre le Conseil constitutionnel et la Constitution sont définis par le titre 7 de cette Constitution. Et les choses, finalement, sont dites et conçues d'une manière assez simple, qui définit, Jean-Philippe de Rosier l'a fort bien dit, la spécificité de la Ve République. Auparavant, notre République était, le mot est un peu compliqué, légicentriste, c'est-à-dire qu'en fait, la loi pouvait tout faire, et les parlementaires pouvaient tout faire. Et puis, il s'est trouvé que lorsque Charles de Gaulle est arrivé aux responsabilités, il a souhaité introduire un bouleversement considérable, dicté essentiellement d'ailleurs par le souci de réduire le rôle du Parlement, en tout cas de le cantonner. Charles de Gaulle a voulu que la loi ne puisse pas tout faire, et qu'au-dessus de la loi, il y ait quelque chose, moi j'appelle ça la loi des lois, la Constitution, étymologiquement c'est ce qui permet de tenir ensemble les citoyens, et Charles de Gaulle, dans la Constitution, a donné des instructions pour que la loi, oui, ça existe, mais que la loi, il y ait au-dessus la loi des lois, la Constitution. Et il fallait bien qu'il y ait un organisme pour vérifier si la loi que votent les parlementaires était conforme à cette loi des lois, la Constitution. Et cet organisme, c'est le Conseil constitutionnel. Il s'est passé, en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, quelque chose que, lorsque j'étais étudiant, à la place de beaucoup d'entre vous, je ne croyais pas possible. J'avais un professeur qui s'appelait le professeur Rivero, je ne sais pas si ce nom dit toujours quelque chose, un juriste, qui était un petit bonhomme, pendant tout petit, mais qui avait deux choses qui m'avaient frappé. D'abord, il ne voyait pas d'allusion personnelle, une chevelure extrêmement abondante, et d'autre part, des yeux perçants, bleus, magnifiques. Et la première leçon à laquelle j'ai assisté, Rivero, donc Jean Rivero, commence son cours, qui est un compliment, en disant il y a une grande différence entre les fusées et les institutions.
demandé s'il ne pas trompé de cours. Et il continue en disant oui, grande différence. Parce que lorsque les fusées dérivent de leur axe, c'est rare et ça pose un grand problème. Tandis que quand les institutions dérivent de leur axe initial, c'est fréquent et c'est une bonne chose. Et finalement, c'est ce que j'ai constaté, pas seulement au cours de ces 9 années de présidence du Conseil, mais lorsque je regarde l'histoire du Conseil. Je vous ai dit, normalement tout est dit dans le titre 7 de la Constitution. Oui, mais le problème, c'est que la Constitution, elle a changé en cours de route, et le Conseil constitutionnel aussi. Donc lorsqu'on dit, d'une façon qui pourrait paraître un peu simpliste, les rapports entre le Conseil constitutionnel et la Constitution sont définis par le titre 7, oui, à ceci près que les deux éléments principaux ont changé. Alors je vais dire là des choses, je passerai rapidement parce que j'imagine que celles et ceux d'entre vous qui maîtrisent le mieux le droit connaissent ça par cœur. Les évolutions qui sont à la fois celles du Conseil et celles de la Constitution, on les résume en général par 3 phases principales. Première phase, qui date de 1971, d'une décision culottée que prennent les membres du Conseil constitutionnel d'alors, qui va changer énormément de choses. Le premier président du Conseil constitutionnel, qui était un gaulliste éminent, qui s'appelait Léon Noël, au cours de son mandat de 9 ans, il a eu à examiner 30 décisions. Moi, j'en ai examiné 2000. Pas à cause de mes talents particuliers, mais parce que ce n'est pas le même exercice. Au début, qu'est-ce qu'on avait voulu faire? Qu'est-ce que De Gaulle avait voulu faire et Michel Debré en créant le Conseil? Il voulait que le Parlement soit cantonné. Le Parlement était gaulliste, le Conseil constitutionnel était gaulliste. Enfin, le Parlement pouvait quand même faire des choses qui ne plaisaient pas trop au gouvernement et au général de Gaulle. Et donc, il fallait qu'il y ait un organisme qui, si ça, je vais être un petit peu vulgaire, si ça ne marchait pas au tirage, que ça marche au grattage. Et donc, le Conseil constitutionnel était là pour corriger, j'emploie un mot neutre, les excès du Parlement. Bon, c'est ce qu'on appelait le chien de garde de l'exécutif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé le Conseil constitutionnel Conseil, et pas Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est devenu une Cour constitutionnelle. L'appellation Conseil constitutionnel est absurde, puisque nous ne pouvons donner aucun conseil. Mais c'était ça l'idée. Le Parlement doit être cantonné, et s'il agit au-delà de ce qui est utile et nécessaire, le Conseil doit pouvoir censurer. Bon, ça c'était l'idée initiale. Et je trouve qu'en 1971, exactement le 16 juillet 1971, les membres du Conseil, pour des raisons diverses sur lesquelles je ne veux pas insister, décident que le Conseil va prendre un autre cours. Jusque-là, lorsqu'ils avaient à prendre leurs décisions, leurs 30 décisions, donc, ils regardaient d'un côté le texte qui leur était déféré, et de l'autre la Constitution. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait le président de la République, qu'est-ce que fait le gouvernement, qu'est-ce que fait le Parlement, et ils regardaient si c'était conforme ou pas. Et le 16 juillet 1971, à propos d'une décision qui s'appelle liberté d'association, ils décident de changer la base même de comparaison. Ce n'est plus la Constitution au sens étroit qui est en cause, ce sont, pour employer un terme générique, les principes les plus importants du droit auxquels il faut comparer les lois qui sont déférées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne regarde pas simplement le texte étroit de la Constitution, mais on regarde le préambule de la Constitution de 1958, lequel renvoie à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, au préambule de la Déclaration de 1946, et ultérieurement à ce qu'on appelle la Charte de l'environnement en 2004. Du coup, comment dire, le Conseil constitutionnel ne va pas regarder simplement formellement s'il y a une adéquation entre les lois votées et la Constitution, mais il va regarder si la chair même du droit est respectée ou si elle est atteinte. Et c'est un premier changement considérable qui fait que le Conseil commence à devenir un organisme important qui contrôle vraiment les lois. Deuxième étape, due au président Giscard d'Estaing. Le président Giscard d'Estaing a
fait des choses diverses dans sa vie, mais sur ce plan, il a été extrêmement ouvert, libéral, audacieux. Il décide en 1974 que ce ne sont pas simplement 4 personnalités, président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénat, qui peuvent déférer un texte au Conseil, mais que 60 députés ou 60 sénateurs peuvent le faire, en gros l'opposition. Et à ce moment-là, évidemment, ça change de nature. Ce n'est pas simplement les amis du pouvoir qui peuvent voir s'il y a telle ou telle chose à corriger, c'est l'opposition qui peut prendre cette initiative. Et du coup, le Conseil commence à se rapprocher d'une cour. Troisième étape, qui a induit une modification constitutionnelle en 2008, avec ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. C'est quoi? Jusque-là, jusqu'à 2008, on pouvait saisir le Conseil, mais on pouvait seulement le saisir des lois déjà votées, mais pas encore promulguées. Et il pouvait être saisi donc par 60 députés ou 60 sénateurs. En 2008, il est décidé qu'on va pouvoir saisir le Conseil pas seulement des lois votées et pas encore promulguées, mais de tout le stock des lois existantes. Et que ce ne sont pas simplement 60 députés ou 60 sénateurs qui vont pouvoir le saisir, mais n'importe quel justiciable, c'est-à-dire l'un ou l'une d'entre vous, devant n'importe quelle juridiction, même la plus modeste. Vous pouvez dire, et ça vous arrivera peut-être, lorsque on veut vous appliquer une loi qui date de 1928, de 1960, Madame la Présidente du tribunal, Monsieur le Président du tribunal, il y a un problème. C'est que moi-même ou mon avocat, nous estimons que la loi que vous voulez appliquer au litige qui me concerne, elle n'est pas conforme à la Constitution. Et par un système de filtre, la question, si elle est sérieuse, arrive devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation, qui, si elle s'estime la question sérieuse, renvoie au Conseil constitutionnel qui tranche, oui ou non, la loi ancienne est-elle conforme à la Constitution? Si elle l'est, très bien. Si elle ne l'est pas, il y a censure possible, et ça veut dire que la loi disparaît. Et à travers ces 3 étapes, peu à peu, le Conseil constitutionnel devient une cour constitutionnelle. Et sur ce dernier point, la question prioritaire de constitutionnalité, qui n'existe dans les faits que depuis 2010, c'est-à-dire depuis 15 ans, est devenue l'essentiel même du travail du Conseil constitutionnel, puisque aujourd'hui, 80% des décisions que nous prenons sont des décisions à origine de QPC, comme le veut ses initiales, le veulent ses initiales. Donc, vous voyez, au cours du temps, au départ, une certaine idée de la Constitution, une certaine idée du Parlement et de la loi, une certaine idée du Conseil constitutionnel, chien de garde de l'exécutif, et aujourd'hui, autre chose, c'est-à-dire la possibilité pour tout citoyen, toute association, toute entreprise, de même que les parlementaires, de saisir le Conseil sur la conformité ou non à la Constitution d'une loi, soit une loi pas encore promulguée, soit une loi appartenant au stock des lois, avec la possibilité de censurer partiellement, totalement, immédiatement ou avec des effets différés, la législation. Et c'est la première série d'observations que je voulais faire. Lorsqu'on essaye de réfléchir d'une manière un peu générique au rapport entre le Conseil constitutionnel et la Constitution, on a évidemment le schéma initial, mais lorsqu'on veut être conforme à la réalité, les 2 éléments, les 2 mobiles ont bougé, la Constitution a bougé, le Conseil constitutionnel a bougé, et tout ça, me semble-t-il, pour le plus grand bien du droit. Alors ensuite, et je vais prendre 2 exemples pour ne pas être trop abstrait, lorsqu'on regarde aujourd'hui quels peuvent être les rapports entre Conseil constitutionnel et Constitution, je dirais qu'il y a une double interaction. Et je ne voudrais pas que ce que je dis soit pris en mauvaise part. Il y a une interaction
de la Constitution avec le Conseil constitutionnel. Ça, c'est bien normal. La Constitution, elle a besoin d'être interprétée, parce qu'un texte lui-même court ne peut pas avoir dans sa définition tous les linéaments nécessaires. Et donc, il y a une fonction d'interprétation qui est bien compréhensible. Mais il y a, en sens symétrique, et c'est plus étonnant, mais ça existe, aussi une interaction du Conseil constitutionnel avec la Constitution. Et sur chacune de ces catégories, je voudrais prendre un exemple. Dans le premier cas, c'est-à-dire l'interaction de la Constitution avec le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le besoin pour le constituant et pour le législateur d'une interprétation qui doit être donnée par le Conseil. Je vais prendre l'exemple d'une des décisions qui a été prise pendant ma présidence et qui est importante, qui date du 6 juillet 2018, qu'on appelle couramment la décision fraternité. Et je la cite parce que c'est une décision qui, sur le plan des principes, est intéressante et qui donne aussi lieu à beaucoup d'interprétations erronées, soit de bonne foi, soit, il paraît que ça existe, même chez les juristes, de mauvaise foi. Je vous explique de quoi il s'agit. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité qui portait sur des articles de ce qui s'appelle le CESEDA, c'est-à-dire le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce code et ces articles avaient été édictés quelques années auparavant et ils étaient déférés par le biais d'une QPC. Qu'est-ce que prévoyait à l'époque ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile? Il prévoyait que si se produisait une atteinte à l'entrée, à la circulation d'un étranger en France, ça pouvait faire l'objet d'un délit pénal et que donc il y avait possibilité de condamner les personnes, en général des militants, qui non pas avaient aidé à l'introduction en France d'étrangers de manière irrégulière, mais à la circulation en France d'étrangers en situation irrégulière. Concrètement, c'était quoi? Concrètement, il y avait un militant qui avait, à titre humanitaire et sans être rémunéré, mis son énergie, sa voiture, les relations de ses amis, au service de la circulation et des transports d'étrangers en situation régulière pour les amener à l'hôpital ou pour les amener pour faire un certain nombre de formalités. Non pas pour les faire entrer en France, ce qui est un délit, mais pour aider à la circulation en France d'étrangers en situation irrégulière. Ceci avait fait l'objet d'un pourvoi, d'une sanction, et l'étranger, le militant en question, avait été condamné pénalement. Et donc, il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité dont l'objet était, mais est-ce que c'est conforme à la Constitution, un texte qui prévoit que lorsqu'il y a entraide pour un étranger en situation irrégulière, celui qui a permis l'entraide soit pénalement condamné. Nous avons examiné tout cela, et à cette occasion, nous avons dégagé, c'est pour ça qu'on appelle ça la décision fraternité, un principe qui n'existe pas expressément dans la Constitution, mais que nous avons jurisprudentiellement dégagé, qui est le principe de fraternité. Pour la première fois, en effet, le Conseil, et là je vais citer des éléments de la décision, a relevé que la Constitution se réfère dans son préambule et dans son article 72.3 à l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité
et qu'au terme de l'article 2 de la Constitution, la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Et nous avons jugé qu'il découlait de ce principe la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans prendre en considération la régularité de son séjour sur le territoire national. Nous avons rappelé, bien sûr, qu'aucun principe constitutionnel n'assurait aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. C'est-à-dire, contrairement à ce que vous allez parfois entendre à la radio ou à la télévision, il n'existe pas de droit d'entrée sur le territoire national, c'est une prérogative de l'État. En revanche, lorsqu'il s'agit, même pour des étrangers en situation régulière, de les aider à circuler en France, là, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il n'était pas possible que cette aide fasse l'objet d'une condamnation de type pénal. Et donc, nous avons, à ce titre, au nom du principe de fraternité, annulé la disposition prévoyant une sanction pénale. J'espère ne pas avoir été trop embrouillé. Donc, ça montre bien que la Constitution a besoin du Conseil constitutionnel pour interpréter certaines dispositions, parfois même pour créer des principes. Nous ne le faisons pas tous les jours, mais à titre exceptionnel, nous le faisons de temps en temps. Et de même qu'il existe le principe de liberté, d'égalité, nous avons décidé qu'il existait un principe de fraternité qui, en l'occurrence, avait une application qui interdisait une sanction pénale pour ce genre de pratique. Vous voyez comment les choses s'articulent. Inversement, et c'est un autre exemple que je vais prendre, il peut y avoir, dans des circonstances particulières, une interaction du Conseil constitutionnel avec le pouvoir constituant et la Constitution. Et je vais prendre un exemple que vous avez certainement davantage à l'esprit, qui est la révision constitutionnelle qui est intervenue il y a quelque temps sur l'IVG. Vous vous rappelez les circonstances. Il se trouve que la Cour suprême des États-Unis inverse sa jurisprudence, qui traditionnellement était assez favorable au droit à l'IVG, que cela soulève évidemment beaucoup d'émotions aux États-Unis, mais aussi beaucoup d'émotions en France, et que la question est posée, faut-il ou pas inclure dans la Constitution une disposition solidifiant, consolidant, si on peut dire, la liberté d'avoir recours à l'IVG. Le Conseil constitutionnel, pour sa part, avait déjà pris des décisions qui consolidaient cette liberté. Mais il a été estimé par les deux assemblées qu'il fallait conforter encore ce qu'avait décidé le Conseil constitutionnel, et donc la 25e révision, à laquelle il a été procédé à la Constitution, a permis de concrétiser d'une façon encore plus solennelle qu'une décision du Conseil, ce qui avait déjà été décidé par le Conseil, et donc il a été ajouté à l'article 34 de la Constitution, qui définit le domaine de la loi, un paragraphe spécial, un alinéa spécial, consacré à la liberté de procéder à l'IVG. Vous voyez donc que, un petit peu à rebours de ce qu'on pourrait penser, il y a une interaction réciproque entre Conseil constitutionnel et Constitution. On comprend qu'il est naturel qu'il y ait une interaction entre la Constitution, qui a besoin d'être interprétée, et le Conseil, mais il arrive des cas où, quand on regarde le fond des choses, le Conseil aussi peut avoir une action sur le pouvoir constituant, qui est libre, bien sûr, de prendre des décisions en ce sens de ne pas les prendre, mais là, dans le cas de l'IVG, je pense que chacun reconnaîtra que le travail préalable qui avait été fait par le Conseil constitutionnel a débouché, lorsque certaines situations politiques s'est présentée, sur une adaptation de la Constitution. J'aurais terminé ces quelques remarques introductives lorsque je vous aurais dit ceci, qui a une portée plus générale. Au fond, ce qui est important, et c'est ça que vous pourriez vous rappeler à propos de notre
question est, on y faisait allusion, vous le disiez vous-même, Monsieur le Président, comment assurer la démocratie? Comment faire en sorte que le droit soit respecté? Comment, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, bien faire la différence entre, et ce n'est pas un jeu de mots, l'état du droit, qui est bien sûr loisible aux parlementaires de modifier, et l'état de droit, qui est le fondement même et l'expression de l'institution démocratique. Et c'est là où le Conseil constitutionnel, la Constitution interviennent. On a parlé de Robert Badinter, qui a été mon prédécesseur, très grand juriste, et qui a été pendant plus de 50 ans mon ami. Et Robert Badinter utilisait une formule, il avait d'ailleurs sur son bureau, que j'ai repris ensuite, une petite plaquette où il avait fait inscrire ces mots. Et gardez ces mots en mémoire parce que lorsque viendront des débats, peut-être des polémiques sur le Conseil constitutionnel, et il y a l'esprit cela qui est rarement écrit dans nos manuels. Robert disait « Toute loi inconstitutionnelle est mauvaise. Mais toute loi mauvaise n'est pas nécessairement inconstitutionnelle. » Il faut comprendre ça pour bien comprendre l'enjeu de la Constitution, du Conseil constitutionnel et des polémiques éventuelles. La Constitution, c'est, je vous l'ai dit, ce qui tient les citoyens ensemble. En ce qui concerne la Constitution de la Ve République, et Jean-Philippe de Rosier a eu la gentillesse de reprendre l'expression que j'avais forgée, elle est d'une stabilité, ce qui est positif, adaptative. C'est-à-dire que dès qu'on sort des clous de la Constitution, c'est mauvais. Mais il peut très bien arriver qu'une loi soit mauvaise parce qu'elle est injuste, parce qu'elle est mal rédigée, parce qu'elle est inopportune, mais il ne revient pas au Conseil constitutionnel de l'annuler dès lors qu'elle n'est pas contraire à la Constitution. Le travail du Conseil constitutionnel, mon travail pendant ces 9 années et celui de mes collègues, a été non pas d'introduire un je ne sais quel gouvernement des juges, pas du tout. Ça a été un petit peu comme la surveillance du code de la route, de regarder si les lois, oui ou non, sont conformes à la Constitution. Il nous est arrivé souvent, il m'est arrivé souvent, en tout cas quelquefois, de trouver qu'une loi qu'on nous déférait était mal fichue, était inopportune, était injuste, oui, mais si elle n'avait pas franchi la ligne jaune de la Constitution, on la laisse passer. En revanche, dès qu'une loi franchit les bornes de la Constitution, même si dans votre esprit vous pouvez trouver qu'elle est pertinente, à ce moment-là, le juge constitutionnel dit censure. Et c'est ça que, évidemment, la population qui n'a pas toujours des connaissances de droit extrêmes a des difficultés à percevoir. Prenez 2 exemples que je prends souvent, où le Conseil constitutionnel a été mis à rude épreuve. La loi sur la retraite, à 64 ans, et la loi sur l'immigration. Loi sur la retraite, on peut être pour ou contre, très bien. Mais il y a eu une énorme polémique qui s'est traduite d'ailleurs par le fait qu'on a délibéré entouré de CRS, ce qui n'est pas idéal pour une juridiction. La question qui nous était posée, et à laquelle le Conseil a répondu, n'est pas de savoir si c'est une bonne loi ou une mauvaise loi. La question qui était posée, c'est est-ce que, oui ou non, cette loi est contraire aux termes de la Constitution? Et le Conseil, peut-être y a-t-il eu des opinions dissidentes à l'intérieur du Conseil, mais peu importe, c'est l'opinion majoritaire du Conseil qui compte, le Conseil a dit non, la loi n'est pas contraire à la Constitution. Et donc on a dit, ah ben le Conseil constitutionnel, ce sont d'épouvantables gens de droite, puisqu'ils approuvent la réforme de la retraite à 64 ans. Non, le Conseil n'a pas approuvé la réforme de la retraite. Il a dit, c'est pas contraire à la Constitution. Inversement, si je puis dire, quelques semaines plus tard, nous avons été saisis d'une loi sur l'immigration. Et nous avons dit, il faut annuler, pour des raisons d'ailleurs de procédure, souvent,
toute une série de dispositions. Parce que on pouvait trouver que les dispositions de la loi immigration étaient bonnes ou mauvaises, mais ça n'était pas le sujet. Le sujet, c'était est-ce que oui ou non, ces dispositions sont conformes ou contraires à la Constitution. Et nous avons estimé que, sur bien des points, elles étaient contraires à la Constitution, donc ce qu'on appelle les cavaliers législatifs. Et le commentaire a été, mais ce conseil qui, sur la retraite, était fait d'horribles gens de droite, et bien sur l'immigration, il est fait d'horribles gens de gauche. Mais c'était les mêmes. Bon. Donc, ça prouve que le regard n'était pas absolument acéré. Toute loi inconstitutionnelle est mauvaise, mais toute loi mauvaise n'est pas nécessairement inconstitutionnelle. Ayons ça à l'esprit. Notre rôle, le rôle en tout cas tel que je le conçois des juges constitutionnels, n'est pas de faire de la politique. Il est de juger en droit. Pourquoi il est préférable qu'il y ait des choses. Dernier point. État de droit, état du droit. C'est une grande différence. J'ai dit il y a un instant, l'état du droit, évidemment, il peut être changé. C'est le rôle des parlementaires. Il y a des parlementaires anciens dans cette salle. Et c'est normal, c'est la prérogative des parlementaires. Mais l'état de droit, c'est autre chose. État, c'est avec un grand E. L'état de droit, ce sont les principes intangibles. La séparation des pouvoirs, l'indépendance des juges, la hiérarchie des normes. C'est-à-dire des éléments qu'on ne peut pas bouleverser sans mettre en doute et même en cause la démocratie. Peut-être poserez-vous des questions sur ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Ne pas créer d'incidents diplomatiques, mais ça permet quand même de réfléchir. Alors, vous me direz, oui, mais le peuple, oui, le peuple, le pouvoir constituant, il est déterminant. Et c'est lui qui est à l'origine de tout. Le peuple peut modifier la Constitution. Mais si le peuple veut modifier la Constitution, il faut qu'il le fasse selon les formes prévues par la Constitution. Il y a un débat, je ne sais pas s'il aura lieu ou pas, mais qui, en filigrane, est un des plus importants dans la vie publique française. Comment révise-t-on la Constitution? J'entends, et j'ai entendu pendant des années et des années, et j'ai répondu, lorsque ma tâche était de le faire, un certain nombre de personnes disant « le peuple a toujours raison. S'il veut changer la Constitution, il change la Constitution. » Non, non, non. La Constitution prévoit une procédure pour réviser la Constitution. Cette procédure n'est pas le référendum direct. Cette procédure, c'est l'article 89 de la Constitution, de la révision, où il est prévu qu'on peut changer la Constitution, soit parce que les assemblées sont d'accord sur un même texte à une majorité qualifiée, et qu'ensuite il y a un référendum, soit parce que, une fois cet accord émis, il y a cette majorité qualifiée. Mais la Constitution française ne prévoit pas qu'un beau jour, un président de la République ou une présidente de la République puisse dire « j'ai réfléchi, eh bien je vais soumettre directement au peuple telle révision de la Constitution ». Et donc cette question de l'état de droit, de la révision de la Constitution, de l'état du droit, du respect de la démocratie et du rôle du Conseil constitutionnel, vous comprenez bien que tout cela est absolument imbriqué. Je termine, non pas en prenant l'exemple français, mais en prenant l'exemple américain. Chacun d'entre vous a un jugement, j'imagine, sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Enfin, j'imagine sans grande difficulté que les opinions des uns et des autres doivent être largement convergentes. Mais regardez aujourd'hui, par rapport à toute une série de destructions des traditions démocratiques qui existent, qu'est-ce qui reste? Il reste la soumission au juge suprême. Aux États-Unis, ça s'appelle la Cour suprême. Le gouvernement des juges, non. Le gouvernement des juges, c'est lorsque les juges se substituent au peuple pour faire la loi. Et ça, il ne faut pas parler. En revanche, lorsque la loi est faite, selon les procédures
qui doit conduire l'adoption de la loi, pour la réviser ou pour juger de son interprétation, c'est au juge de le faire. Et si les juges ne sont pas mis à même de remplir leur mission, alors on comprend bien que c'est la démocratie elle-même qui est mise en cause. C'est pourquoi, partant de ce très modeste exemple qui est le Conseil constitutionnel, de cette donnée qui a l'air d'être purement juridique et qui ne l'est pas, qui est la Constitution, on aboutit vite à la conclusion comment demeurer en démocratie, comment approfondir la démocratie. Et c'est pourquoi il est si important d'apprendre et d'enseigner le droit. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président, de ce brillant exposé qui retrace à la fois le parcours du Conseil constitutionnel depuis 1958 et souligne certaines décisions qui ont pu être prises sous votre autorité. Et justement, à ce sujet, vous avez placé votre présidence du Conseil constitutionnel sous un site que je qualifierais, ce n'est sans doute pas le seul, vous pourrez le compléter si vous le souhaitez, mais de l'ouverture du Conseil constitutionnel. Et je crois que c'était même une mission que vous vous étiez assignée au moment où vous étiez proposé pour devenir président du Conseil constitutionnel. Vous avez œuvré en ce sens pour le faire connaître davantage, le faire aller à la rencontre des justiciables avec les audiences décentralisées ou délocalisées, comme vous les avez baptisées. Vous avez reproduit une expérience que vous aviez déjà initiée à l'Assemblée nationale avec la création de la boutique du Conseil constitutionnel. Je rappelle que c'est vous qui avez imaginé la boutique de l'Assemblée nationale. Autant d'éléments qui sont peut-être un petit peu anecdotiques, mais qui, je crois, comptent beaucoup pour l'appropriation par les justiciables que nous sommes de cette institution majeure de notre équilibre démocratique et de notre état de droit. Plusieurs interrogations me viennent, je ne vais pas toutes vous poser, mais peut-être pour vous permettre de compléter votre propos et amorcer le débat. C'est un sujet que nous avons déjà abordé, vous et moi, mais que nous pouvons peut-être apporter ici à l'éclairage des étudiants. Ne pensez-vous pas que ce Conseil constitutionnel gagnerait encore plus en visibilité, en appropriation par les justiciables et en légitimité, je crois que c'est le mot, dans le paysage juridique, démocratique et constitutionnel, si un mot venait être à changer dans notre Constitution, et plutôt que de l'appeler Conseil constitutionnel, il était tout simplement baptisé Cour constitutionnelle. Sans nécessairement apporter d'autres modifications procédurales, c'est possible, mais vous connaissez ma position, je suis convaincu qu'une simple modification lexicale contribuerait à renforcer encore plus cette cour qu'il est, puisque vous-même l'avez ainsi qualifié pendant votre discours. J'ajouterai une seconde question, et ensuite nous nous tournerons vers les étudiants et les collègues qui pourront vous interpeller une fois que vous aurez apporté des éléments de réponse. Vous avez souligné, pointé 3 décisions, je crois, importantes, rendues sous votre magistrature, la décision fraternité, la décision sur les retraites, la décision sur l'immigration.
Il y en a peut-être, je n'ai pas d'idée en tête, mais une autre que vous voudriez citer. Micro. Oui. On a quelques problèmes Merci. Peut-être une autre que vous voudriez citer. Encore une fois, je n'ai pas d'idée préconçue, mais la décision qui, selon vous, serait la plus importante qui a été rendue au cours de ces 9 dernières années. Et à l'inverse, peut-être une décision, je ne vous demande pas de trahir le secret du délibéré, mais à l'égard de laquelle, peut-être que les raisonnements qui a été collégialement adopté n'est pas celui que, personnellement, vous auriez soutenu. Et encore une fois, je n'ai absolument aucune idée préconçue, mais j'ai en mémoire un personnage que nous avons très bien connu, que vous aviez nommé au Conseil constitutionnel, et vous savez qu'il a beaucoup compté pour moi, qui est Jean-Claude Colliard, qui, au terme de ces 9 années de bonheur, dans un article paru au cahier du Conseil constitutionnel, était justement ainsi revenu sur des raisonnements du Conseil constitutionnel, non pas qu'il ne partageait pas, mais avec lesquels il soulignait qu'on pouvait avoir une divergence de construction argumentative. Merci beaucoup. Alors je vais répondre, j'espère ne pas être trop long, à ces 2, 3 et même 4 questions. Sur le dernier point, je ne vais pas m'aventurer à faire un commentaire rétrospectif de telle ou telle décision du Conseil que j'aurais regretté parce que j'ai, parmi beaucoup d'autres, une faiblesse, c'est que je respecte mes serments. Lorsqu'on devient un membre du Conseil constitutionnel, on prête serment devant le président de la République de garder le silence sur les délibérations du Conseil et d'une manière générale de ne pas prendre de position qu'on pourrait appeler, j'emploie un terme générique, politique. Alors, je comprends bien que ce soit pas nécessairement très à la mode de respecter ces serments, mais bon, comme dit l'autre, la mode c'est ce qui se démode. Et donc, j'ai la faiblesse, et j'aurai la faiblesse de rester fidèle au serment que j'ai fait. En même temps, j'insiste sur le fait que au Conseil constitutionnel, et ce n'est pas vrai dans tous les conseils constitutionnels, toutes les décisions sont collégiales. Nous sommes 9, et je ne dis pas pour la gestion de l'institution, mais pour les décisions d'ordre juridictionnel, nous prenons toutes les décisions à 9. Et le président a voix prépondérante en cas de partage, ce qui n'arrive pas très souvent, parce que comme nous sommes 9, les meilleurs mathématiciens d'entre vous comprendront que souvent le partage est inégal. Bon. Mais la collégialité est décisive, le respect des serments est décisif, et donc voilà, il faudra attendre 25 ans. D'ailleurs, vous serez tous en grande forme d'ici 25 ans, moi peut-être moins, mais il se trouve que le Conseil est, je crois, la seule juridiction française à avoir décidé que ces archives sont publiques au bout de 25 ans. Et tous les débats que nous avons dans ce qu'on appelle le délibéré, c'est-à-dire le moment où les rapports qui ont été préparés, nous discutons entre nous. La discussion peut durer entre une demi-heure et 10 heures, ça dépend de la matière. Tout est pris soigneusement en œuvre. Et donc, dans 25 ans, il suffit d'attendre, vous saurez, cher Jean-Philippe Desrosiers, non pas seulement la position que j'ai prise sur telle ou telle affaire, mais les positions que j'ai prises sur toutes les affaires, les 2000 que j'ai eues avec mes collègues à examiner. Alors, l'ouverture, oui, l'ouverture, lorsque je suis devenu président du Conseil constitutionnel, j'ai fait ce que
mon avis, on doit toujours faire lorsque on prend de nouvelles fonctions, j'ai demandé à un certain nombre de personnes que j'estimais et qui connaissaient le sujet de venir me voir, et je leur ai dit, à votre avis, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire au Conseil? Parce que même si je connaissais déjà le sujet, ayant été Premier ministre, ayant été membre du Conseil d'État, ayant moi-même nommé 2 membres au Conseil constitutionnel lorsque je présidais l'Assemblée, je ne connaissais pas les choses de l'intérieur. J'imagine, M. le Président, lorsque vous êtes devenu président, que vous aussi, vous avez, ou avant, vous avez demandé à des collègues comment tu verrais les choses, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Alors évidemment, il y a à prendre et à laisser. Il y a des choses qui sont souhaitables et qui sont malheureusement inatteignables. Il y a des choses qui ne sont pas souhaitables. Et il y en a d'autres qui apparaissent bonnes. Et parmi les dimensions à l'époque que j'ai retenues, j'avais retenu 3 axes. D'abord, consolider le droit. C'est quand même la base même du travail du Conseil. À un moment où le droit était déjà menacé, et la suite a montré qu'il l'était peut-être davantage. Moderniser la maison, parce que, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Et l'un des derniers actes que j'ai fait de ce point de vue-là, c'est de confier à un de mes collègues, Alain Juppé, le soin de travailler sur les incidences de l'intelligence artificielle sur le droit en général et sur la pratique du Conseil. Les choses vont beaucoup changer en matière juridique avec l'IA. Et l'ouverture, parce que c'est vrai que, pour reprendre la formule de Paul Valéry, il y a cette inimitable saveur que l'on goûte qu'à soi-même, et que les membres du Conseil étaient, peut-être même certains le sont demeurés, très heureux de se retrouver entre eux. Oui, mais voilà, nos décisions, comme le dispose la Constitution, s'imposent à toutes les autorités. Et donc, il ne s'agit pas de commettre des erreurs. Il faut réfléchir et il faut essayer de faire rentrer un peu d'air, un peu de lumière dans tout ça. Donc, l'ouverture. Alors, ça s'est étalé sur plusieurs années. Ouverture nationale, ouverture internationale. Ouverture internationale, nous avons travaillé ensemble à cet égard. J'étais facilement enclin parce qu'il se trouve que j'ai été ministre des Affaires étrangères et que j'ai continué à m'occuper d'une autre façon de sujets comme le climat, etc. Je viens dans un instant. Et donc, d'abord, je connaissais beaucoup de responsables étrangers. Et puis, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et être au courant de ce qui se passe dans différents continents, ou bien tout simplement en Europe, non pas pour imiter, mais au moins pour comprendre. De sorte que, par exemple, dans toutes les décisions que nous prenons, et qui le justifient, nous avons un rapport qui nous est fourni sur ce que proposent, sur le même sujet, les autres grandes cours européennes. Alors, on peut ne pas les suivre, mais au moins sait-on ce qui existe. Donc, l'ouverture internationale, alors, qui ne signifie pas le développement du tourisme, c'est pas exactement la même chose, mais qui veut dire simplement qu'on s'ouvre aux autres, et ce qui, je le dis en passant, est aussi un élément d'influence pour le rayonnement français. Parce que le droit français, ça existe, il n'est pas seulement le droit anglo-saxon, ça existe, et d'autres droits. Mais ça fait partie de ce qui peut être l'influence de la France. Ouverture nationale, c'est-à-dire, par toute une série de dispositions, essayer de sentir le pouls de la population et essayer de faire partager la connaissance. Faire partager la connaissance, évidemment, nous sommes dans une université, c'est absolument central. Mais pas seulement aux spécialistes, vous êtes, vous aspirez à être, mais au grand public. Et de ce point de vue-là, j'ai travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale, ça n'est jamais encore satisfaisant, mais il y a des choses qui ont été faites, vous regarderez sur le site du Conseil, il y a toute une série de choses qui sont faites, et j'ai incité mon successeur à aller dans ce sens. Les déplacements en région. C'est vrai que nous avons tous les trimestres organisé une audience en région, comme nous le faisons à Paris. Et c'est très intéressant, à la fois pour le public, par le relais de la presse, qui du coup explique ce que fait le Conseil. Donc il y a une audience, comme on le fait à Paris. On revient ensuite à Paris, on prend la décision, et ma tradition, je ne sais pas si mon successeur fera la même chose, était de revenir la semaine suivante devant la faculté locale
pour expliquer les décisions que nous avons prises et pourquoi nous les avions prises. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas de redire ce qui est très très bien dit dans les manuels, c'est d'avoir, j'allais dire, de la bouche du cheval, comment ça fonctionne. Expliquer, quand un rapport arrive, comment ça fonctionne. Donc, j'ai lancé cela. Alors, vous avez cité la boutique. Bon, ça, non pas que je sois un spécialiste des boutiques, mais c'est vrai que je l'avais fait au conseil, et je vais vous faire sourire à l'instant, j'espère que ce sera pas mal pris. Ça a été des décisions assez difficiles à prendre pour moi. Parce que ouvrir une boutique du Conseil constitutionnel, qui est au Palais Royal, si vous allez au Palais Royal, fréquentez la boutique, j'avais dit, au moment où le règlement a été dicté, il faudrait quand même qu'on me soumette les articles qui vont être proposés dans la boutique. Et bon, il faut bien que quelqu'un prenne une décision s'il y a un problème. Et un jour, j'ai vu sur mon bureau une demande d'arbitrage qui était assez délicate. La personne qui tenait la boutique avait pris un principe, c'est-à-dire de vendre des articles en faisant référence à des principes juridiques du Conseil constitutionnel. Bon. Et le choix qui m'était offert était le suivant, pour illustrer ce qu'on appelle le principe de précaution. Donc il y avait marqué principe de précaution sur l'article. Il y avait deux choix possibles, soit un parapluie, soit un préservatif. J'ai fait le premier choix. Ce qui, du point de vue commercial, pour la boutique, n'a pas été nécessairement positif. Parce que je suis sûr que si j'avais fait le second choix, cette boutique serait devenue les plus célèbres de France. Mais on ne se refait pas. Bon. Donc ouverture, 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 ouverture. Alors, passage du terme conseil au terme cour. Vous avez 100 000 fois raison. Mais je pense que ce serait très imprudent d'ouvrir le débat. Pourquoi? J'ai évidemment l'habitude des débats parlementaires, et d'autre part, je lis les propositions qui sont faites de modification du Conseil constitutionnel. Et je ne veux pas être désagréable, mais ces modifications suggérées font preuve d'une grande inventivité. Je ne mets pas exactement un signe égal entre inventivité et pertinence. Or, sauf si vraiment une majorité solide est assurée, mais même si je ne suis plus un spécialiste de la politique, je n'ai pas l'impression que la notion de majorité solide soit la notion principale aujourd'hui. Si on fait venir au Sénat et à l'Assemblée nationale un débat sur que faut-il modifier dans le Conseil constitutionnel, j'ai peur, cher Jean-Philippe, que le débat ne se limite pas à la question de remplacer conseil par cour. Bon. Et il y a une formule qui dit bien mieux que moi ce que veut dire, le mieux, il est du bien. Ce qui fait que, effectivement, vous avez 1000 fois raison, le conseil n'est pas un conseil, c'est une cour. Et ce serait beaucoup mieux, y compris pour les traductions en langues étrangères, d'appeler ça cour. Mais, comme on dit en économie, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et j'ai peur que, j'ai très peur, que si ce débat venait, on introduise, au-delà de réformes nécessaires, dont je parlerai s'il y a des questions, d'autres réformes qui, elles, seraient inopportunes. C'est pourquoi vous avez raison, mais ce n'est pas seulement la raison qui mène le monde. Enfin, j'espère que dans un futur proche, il y aura la possibilité de mettre le droit en accord avec le fait. Vous avez 1000 fois raison, aujourd'hui, c'est une cour. Dernier point, une décision importante que je n'aurais pas citée. Alors, je vais prendre un exemple qui concerne, en partie, qui vous concerne tous. Vous avez très gentiment, dans ma rubrique nécrologique de mon vivant, fait allusion au fait que j'avais eu le grand honneur de présider la COP 21 et ce qu'on appelle l'accord de Paris, qui est la référence mondiale en matière de lutte contre le dérèglement climatique.
c'est un des grands accomplissements de ma vie. Et il se trouve que nous avons eu, d'une autre façon, à traiter des sujets qui concernent l'environnement et qui concernent le climat. Et nous avons élaboré, ça c'est une création jurisprudentielle, une notion qui est reprise maintenant par d'autres cours et qui concerne ce qu'on appelle le droit des générations futures. Je vais vous expliquer sur un exemple concret de quoi il s'agit. La question qui était soulevée était à propos de l'enfouissement des déchets nucléaires. Vous savez ou vous ne savez pas que les déchets nucléaires qui sont produits par l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être enfouis et que, en ce qui concerne la France, après un passage pour certains d'entre eux à La Hague, ils sont destinés à être enfouis dans un site qui est à l'est de la France, à Bure, B-U-R-E-S. Et évidemment, si on ne veut pas traiter et enfouir les déchets, l'utilisation de l'énergie nucléaire est mise en grande difficulté. Alors, toute une série de pays exportent leurs déchets nucléaires vers des pays dits en développement, mais c'est un aspect qui ne peut pas être éternel, et il y a un moment qui vient assez vite où ces pays nous disent on n'est pas des poubelles. Et comme nous avons besoin de l'énergie nucléaire, la question de l'enfouissement des déchets se pose. Il se trouve qu'un certain nombre d'associations, par ailleurs antinucléaires, ça c'est leur droit, ont mis en cause par QPC des dispositions d'une loi qui s'appelle la loi Bataille, qui prévoit comment on enfouit les déchets à Bure. Et donc, la question qui était posée en disant non, il faut refuser la disposition de la loi parce que ça a des conséquences très importantes sur les générations futures. Et comme les technologies ne sont pas totalement maîtrisées, et comme ces déchets risquent de durer pas 10 ans ou 100 ans, mais 1000 ans, 10 000 ans, on ne peut pas courir ce risque. Et donc nous avions non pas à nous prononcer, très important, in concreto, nous nous prononçons in abstracto. C'est-à-dire, nous ne disons pas, voilà ce qu'il faut faire pour monsieur Attel ou pour madame X, nous nous prononçons sur les lois. Hein, nous décidons sur les lois, nous levons le pouce ou baissons le pouce sur les dispositions de loi. Nous avions à décider cela. Nous connaissions bien les conséquences de notre décision. Si nous avions décidé qu'on ne pouvait pas enterrer, enfouir les déchets à Bure, ça veut dire qu'on arrête l'industrie nucléaire française. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, dans un premier temps, reconnu, et c'est une disposition, une décision extrêmement importante, c'est pour ça que je la cite, qu'il existait un droit des générations futures. Et, je cite de mémoire, nous avons dit qu'au moment où le législateur prend une décision concernant l'environnement, il doit prendre en considération non seulement l'intérêt né et actuel, mais l'intérêt des générations futures. Alors vous voyez le saut qualitatif dont il s'agit. Parce que quand on regarde un peu d'une manière philosophique notre pratique du droit, le droit en général traite des situations passées ou des situations présentes. Mais il traite très peu des situations futures. Et évidemment, lorsqu'on se projette dans les situations futures, un océan de problèmes apparaissent. Quid de l'évolution des technologies? Comment lier une cause et sa conséquence? Comment évaluer les dommages, etc., etc. Néanmoins, nous avons fait ce saut et nous avons considéré, par une réflexion, j'emploie le mot philosophique, que beaucoup des problèmes principaux qui se posent aujourd'hui, c'est vrai en matière de santé, c'est vrai en matière de bioéthique, c'est vrai en matière de climat, se caractérisent par le fait que ces phénomènes sont interdisciplinaires, internationaux et intergénérationnels. Et que le juge ne pouvait pas être aveugle
par rapport à cette dimension intergénérationnelle. Je ne vais pas vous faire un cours sur le dérèglement climatique, mais il est évident que ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas aujourd'hui pour lutter contre le dérèglement climatique a des conséquences, non seulement sur ce qui se passe dans 2 ans, dans 3 ans, mais dans 10 ans et dans 50 ans. Bon. Et donc, nous avons reconnu expressément dans notre décision que le législateur doit prendre en compte l'intérêt des générations futures. Mais, et sans que ce soit mon origine normande qui devait être incriminée, nous avons dit qu'en l'occurrence, la loi Bataille, qui est une loi assez ancienne, avait fait tout ce qu'il était possible de faire dans la précision sur ces problèmes. Et qu'en particulier, des dispositions techniques avaient été prises pour que, autant que la technologie puisse être prévisible, on puisse remonter les déchets si, à un moment, il apparaissait que ces déchets doivent être remontés. C'est-à-dire que les choses n'étaient pas irréfutables, qu'elles pouvaient être inversées. Donc oui, nous avons, comme d'autres d'ailleurs, et après d'autres, les Allemands l'ont fait avec la Cour de Karlsruhe et quelques autres juridictions d'Amérique centrale ou d'Amérique latine. Mais nous avons édicté le principe de la prise en compte des intérêts des générations futures, et nous avons estimé, dans ce cas précis, que la loi n'était pas manifestement contraire, c'est notre formulation, avec la prise en compte de ces intérêts. Cette décision, qui a été très commentée, bien sûr, chez pas mal de juristes, est une des décisions les plus importantes que nous ayons prises, parce qu'évidemment, vous voyez bien quelles peuvent être les incidences. En ce qui concerne le rôle du juge, il ne s'agit pas de paralyser le progrès technologique, mais il s'agit aussi de ne pas avoir un bandeau sur les yeux. Et là, vraiment, on est dans une conception assez nouvelle et assez passionnante du